C'est marrant d'être entre créateurs de contenu finalement, c'est sympa. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on fait pas du tout la même chose. Non, on fait pas du tout la même chose. Déjà, je suis très jaloux, Romain, parce que toi, tu es, comme je le vois sur ton LinkedIn, testeur de produits tech depuis 2013. Et ça, c'est vraiment... je mettrai un gros bip sur un métier de bip. Mais non, mais parce que c'est quand même, quand t'es un peu geekos, quand même, c'est assez cool d'avoir des marques qui t'envoient des trucs, de pouvoir tester du... Tu sais que la première fois que j'ai reçu une souris, ça coûtait, je sais pas, elle devait coûter 35-40 €. Et j'étais comme un dingue. Déjà, et belle souris à 35-40 balles. Incroyable. À l'époque, il y a 10 ans, tu vois. Donc, tu démarres là-dessus, tu t'éclates après les cours, tu prends les produits de tes potes quand ils vont acheter ce qui leur manque à la Fnac et tu leur dis surtout passe à la maison avant, comme ça je fais ma vidéo. Et puis un beau jour, il y a une marque qui te contacte. Puis tu te dis, puis 2, puis 3, puis ça devient un métier passion, puis après un vrai métier. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que j'ai regardé, j'ai 2 exemples récents, mais j'ai regardé récemment, tu sais, les gros drones, je sais pas si tu les as essayés, les gros drones DJI là, qui portent 35 kilos ou je sais pas. Maintenant t'en as pour le cinéma et tout ça. J'ai pu travailler avec. Okay. Et je me suis beaucoup amusé à piloter les plus petits drones. Et t'as envie de toucher à tout. Après, t'essaies de te concentrer. C'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, je me suis dit finalement presque ce qui m'intéresse plus, au-delà des produits, parce que tous les ans, t'as des nouveaux produits, ça change tout le temps. Va t'intéresser aux gens qui les fabriquent parce que eux, en fait, ils sont là depuis peut-être 10 ans. Je sais pas si tu as suivi le robot Boston Dynamics, tu sais, le chien robot. Ouais. Imagine les gens qui ont vraiment sacrifié, j'ai envie de dire, leur vie pour que ce truc prenne vie, quoi. Ça m'a vraiment passionné. C'est comme ça qu'on a transformé au fur et à mesure les contenus plus vers de l'humain. Et ouais, tu vois, mais encore ce matin, je montrais, je sais plus, mes enfants me parlaient tu sais, les pétards tigres là, où enfin il y a plusieurs marques, mais ils me disent c'est quoi le plus gros pétard alors les bisons, chercher. Je me souviens non mais on allait chercher, il y a un pétard italien, le truc, ils le mettent dans un frigo, je mettrai le lien, ils le mettent dans un frigo, le frigo explose, mais genre est pulvérisé. Et je me dis, mais les mecs qui font ça, ils ont pas un métier assez cool quand même. C'est clair. Bon, on est sur la martingale. Alors, le lien avec tout ça, il y en a un réel. Romain Laneri, bienvenue. Je suis content de te recevoir ici. Je suis super content. Et en fait, on va parler comment faire. On a échangé, nous, pour plusieurs raisons. Et puis, à un moment, on s'est dit, en même temps, c'est venu comme une évidence. Un podcast sur les finances perso, un podcast sur les bons plans, les tuyaux, comment gagner de l'argent, d'une certaine manière. Moi, j'aime bien les angles morts. Alors, il est de moins en moins mort, cet angle, mais quand même. Clair. Ouais, mais je t'ai dit, plutôt que d'essayer de trouver quelque chose qui se rapproche de notre métier, je peux juste expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont les mêmes clés pour que peut-être dans 3, 4, 5 ans, ils aient aussi un succès en partageant leur passion. Exactement. Et c'est un peu le lien entre DJI qui réussit comme ça, ou ce producteur, vendeur d'artifices, de pétards, de trucs de fête, en fait, ils créent des contenus et derrière, tu vas les regarder, tu vas voir qu'ils vendent les pétards sur leur site internet et puis voilà. Et donc, la question aujourd'hui, Romain, si tu veux bien m'aider à y répondre, nous aider à y répondre, éclairer un peu tout le monde, parce que tu fais ça quand même depuis une 12aine d'années, c'est en quoi la création de contenu peut être vraiment un edge, comme on dit, quelque chose qui va te soulever dans ton métier, dans tes passions, dans vraiment même ton quotidien, pour devenir meilleur. En plus de ça, on voit que les grandes entreprises sont de plus en plus incarnées. Quand on pense à Apple, on a forcément en tête Steve Jobs ou Tim Cook. Ouais. Quand tu penses à Tesla, t'as Elon Musk. Et les gens se disent aujourd'hui, je lance ma marque, mais il faut que j'ai des commerciaux, il faut que j'ai des créateurs pour des publicités. Et à la fin, ils viennent tous te dire « Ouais, mais en même temps, il n'y a personne qui parle aussi bien de mon produit que moi. Pourquoi tu ne te mets pas en scène ?» Et en fait, on va le voir là, et je t'ai pris plein de comptes Instagram, TikTok, de gens qui n'y connaissaient rien. Il y a des apiculteurs, il y a un plombier. En fait, juste, c'est toi le meilleur incarnant pour expliquer ce que tu fais. Et finalement, ça peut décupler complètement tes ventes. Alors, pour se lancer là-dedans, alors déjà, avant d'aller sur le comment, moi, j'aimerais comprendre un tout petit peu le pourquoi. Pourquoi c'est quelque chose d'intéressant, pourquoi on le fait et dans quelle mesure on doit ou pas se lancer, en l'occurrence sur la création de contenu. Après, on verra où, comment, quand, mais est-ce que tu peux expliquer un peu? Je sais déjà que tu aimes bien les chiffres. Ouais. On va après être un peu plus light sur, on va apprendre des choses, on va créer des contenus et tout. Mais de base, déjà, j'ai noté, c'était un post de Manuel Diaz, qui est mon agent Influx, qui avait noté sur LinkedIn qu'aujourd'hui, en 2024, l'économie des créateurs en France
pèse 6,5 milliards d'euros. Ça te donne une idée, c'est 0,16% du PIB français et ça devrait atteindre 31,2 milliards de dollars en 2031. D'accord. Donc déjà, juste pour mettre une perspective, on n'est pas en train de parler d'un truc où c'est rigolo en side project, non, c'est vraiment quelque chose qui pèse. Multiplié par 5 en 5 ans. Exactement, il y a 1,52 million d'emplois qui découlent de cette économie-là aujourd'hui en France, ce que je trouve vraiment énorme. Et c'est un peu dans cette transition-là que j'ai grandi. J'ai démarré tout seul dans ma chambre avec mon téléphone. À 15 ans. Aujourd'hui, j'ai une super équipe, un agent, plein de gens qui m'aident à faire des contenus de plus en plus qualitatifs. Mais pour autant, c'est absolument pas ce que je conseille aux gens qui débutent au tout départ. Parce qu'en général, on a envie de mettre la charrue avant les bœufs, de se dire quelle caméra il faut que j'achète, Et en fait, les idées continuent de primer. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus de concurrence sur les réseaux sociaux. Ça va être le retour des gens qui vont dire oui, mais pourquoi moi ça marcherait alors qu'il y en a déjà plein d'autres. En fait, c'est parce que justement, tout le monde a de plus en plus de chances de réussir parce qu'il y a aussi de plus en plus d'audience derrière ça. Et je pense que la première raison pour laquelle il faut le faire, c'est les retours clients. En fait, on ne se rend pas compte de la force que c'est pour une entreprise qui démarre que de faire une story, de faire une promotion, de créer un pack spécial pour un produit ou de partager sa passion et de voir des gens sous ses commentaires comme moi à l'époque qui te disent « Pour ta recette de cuisine, t'as déjà essayé de mettre ça ? Pour ton pack, c'est pas mal, mais tu... » Et en fait, ça, aujourd'hui, sur des très grosses multinationales, ça coûte des millions d'euros par an en études. Et aujourd'hui, tu l'as gratuitement avec TikTok. Donc moi, je trouve ça fou que tu te dises pas « Viens, je sors mon téléphone une fois par semaine, je raconte ce que j'ai fait un peu dans la semaine autour de ma marque, même si je fais 1000 vues et que t'as 1% de transfo, tu vas avoir 10 commentaires qui vont prendre le temps de t'aider gratuitement. Juste pour ça, je trouve ça incroyable. Si t'as juste envie de mourir moins con demain, fais-le. Et puis tu vois, tu dis 1000 vues comme si c'était rien et c'est déjà beaucoup. Même si tu fais 100 vues, même si tu fais 50 vues en fait. Ça dépend des réseaux sociaux, oui, ça dépend de la production. J'ai essayé de prendre les trois. T'as YouTube, pour moi, en première plateforme, qui peut être la plus rentable sur le long terme, mais la plus difficile au départ. Tu as TikTok, qui est pour moi la plus accessible et la moins rentable. Et ensuite, entre les deux, tu as Instagram, qui peut être très rentable d'un point de vue image de marque, qui peut prendre aussi beaucoup de temps, mais qui a une force de pénétration plus importante que YouTube. Ok, donc on a un début de pourquoi. Pour qui ? Qui peut faire ça ? Est-ce qu'il y a des métiers dans lesquels tu peux pas le faire ? Est-ce que tu vois... Avec le temps, j'ai envie de te dire que tant que c'est pas dangereux et tant que tu peux pas en mourir, vas-y, fais-le. Pourquoi est-ce que tu le ferais pas ? Si c'est pas pour divulguer quelque chose qui pourrait te mettre en danger, si c'est pas... parce que tu vois, même aujourd'hui, la police nationale est sur TikTok. C'est vrai. Donc en fait, qui pourrait ne pas le faire ? Peut-être parce que ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est une bonne raison. Mais j'ai envie de te répondre, est-ce que tes clients, ça les intéresse, eux ? Et si tu vends sur Internet, d'ores et déjà, je peux te répondre que oui. Ce qui est pas terrible quand ça t'intéresse pas et que t'as vraiment pas envie, si ça te titille pas, c'est que tu vas faire du mauvais contenu, donc généralement ça fonctionnera pas. Faut quand même avoir un minimum d'intérêt, je suis totalement aligné. Mais je vais avoir l'exemple avec le fils d'un apiculteur. Ah bah très bien, tu vois, qui lui s'intéresse aux réseaux sociaux, sa famille pas du tout, et puis finalement il décide simplement de filmer le travail que fait sa famille autour des abeilles, des ruches. Moi j'y connais rien, tu vois, et j'ai commencé à découvrir ça, et aujourd'hui il y a 80 000 abonnés sur son compte TikTok, c'est dingue. C'est ça, et en fait... Moi, je vois la profondeur de tout ça. On va prendre quelques exemples, mais dans le pour qui, par exemple, tu pourrais dire, oui, j'ai pas une maîtresse, elle va pas commencer à filmer ses élèves, c'est pas, etc. Et pourtant, tu as cette maîtresse, il y en a plusieurs, hein, mais qui va faire un compte Insta sur les erreurs de français ou les vidéos YouTube pour les enfants. Ouais. T'as vu les stats que ça fait ? C'est dingue. Sur les maths, donc si t'es passionné par ton métier et que t'as envie et que tu te dis tiens, j'ai un cours annulé un jeudi après-midi, je prends une demi-heure, je me filme avec mon téléphone dans ma salle de classe et je fais 3 vidéos de 10 minutes pour faire 3 exercices différents de 6 à 9 ans par exemple. Je trouve ça incroyable. Et les parents à l'autre bout sur YouTube à chercher le théorème de Thalès pour ma fille en 4e, tu vois, et pour lui réexpliquer, parce que je m'en souvenais plus exactement. Tu t'en souviens, toi ? Non. Faut pas me demander, bac -2, moi. Okay. J'ai beaucoup de lacunes là-dessus encore. Et donc, mais c'est vrai que on a trouvé une ou deux vidéos super bien faites. Et donc, voilà, il y a, comme tu l'as dit, des gendarmes. C'est marrant, j'y pensais ce matin, et je me disais, tu vois, un agent IMO. En fait, des exemples de ouf. T'as des exemples de ouf. Alors, j'ai vécu un an à New York. Oui. J'ai croisé des agents, Ryan Serrant par bien exemple, sûr. sur Netflix et tout. J'ai posé la question parce que moi j'y croyais pas. Je leur ai dit, vous avez déjà vendu des appartements et des...
Et il me regarde, il y a un agent qui me dit, la semaine dernière, j'ai fait un TikTok, il y a un penthouse qui est parti à 35 millions sur New York avec un message TikTok. Bien sûr. C'est ça. Nous, tu vois, c'était parce que les milliardaires sont aussi sur TikTok. Tout le monde est sur le délire sur Alvo, mais c'était vendre des entreprises sur TikTok et on l'a fait en fait. TikTok ou Instagram, peu importe, mais on a vendu des entreprises grâce aux réseaux sociaux. Incroyable. Mais sur l'IMO, il faut toujours un peu s'axer. Par exemple, là, on est dans le 17e, moi j'habite dans le coin. Il faut un peu s'axer sur le truc d'être capable de se dire, bon, ok, moi, ma zone de chalandise s'étend, ça va être, je vais poster des apparts dans le 17e, de telle taille à telle taille, et comme ça, je sais quelle cible je vais toucher, puis ça va striker. T'es pas obligé d'être sur du 35 millions à New York, c'est ce que je veux dire. Complètement. Ouais. Et puis, tu vas démarrer aussi en parlant à ta cible. Les gens ont l'impression parfois de se dire, je parle sur Internet, donc je parle à tout le monde, donc je parle à personne. Mais ça dépend de toi. Okay. Si tu démarres toutes tes vidéos en disant « Je suis agent immobilier sur Paris, il faut que je vous fasse découvrir un bien dans le 17e », bah déjà, tu sais que tous les gens qui vont rester sur ta vidéo après ça sont des gens qui sont sur Paris ou alors intéressés par des achats d'immobilier à Paris dans le 17e. Donc, c'est aussi à toi de les emmener. Parfois, les gens voient que le nombre de vues et ne voient pas la transformation. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, ce qu'on va devoir réaliser, je pense, dans ce podcast-là, c'est de se dire que si tu fais 1000 vues et que tu as un taux de transformation ou de clic à 10%, mais tu vas voir le nombre de ventes que tu fais par jour. Si tu fais une vidéo par jour, c'est colossal et tu n'auras pas besoin de plus. C'est que de l'inbound en plus. Complètement. Ce sont des gens inbound, donc des gens qui viennent à toi, pas toi qui vas à eux. C'est pas toi qui appelles en tant que commercial, d'un appel de prospection. J'allais justement venir là-dessus. Merci pour la transition. Pour qui ? Parce que je t'ai déjà demandé pour qui peut le faire. Donc là, on a compris globalement plus ou moins tout le monde. Ouais. Si tu peux pas sur ton métier principal parce que tu es sur un truc top secret, ben, tu peux le faire aussi sur ta passion ou d'autres choses. Et pour qui, pour quelle audience ? Alors, tu as commencé à répondre, mais une audience intéressée. Mais je veux dire, il y a des audiences intéressées à tout. Ça dépend des plateformes aussi. Je pense qu'en fonction du produit que tu dois vendre, si c'est un produit très onéreux, tu vas avoir du mal à le vendre en 30 ou 40 secondes sur TikTok. Ouais. C'est possible, avec des grosses exceptions comme des appartements à New York, mais ça parle pas à tout le monde. Sur YouTube, ça va être du temps plus long. Sur Instagram, ça va être plus d'authenticité où on va vouloir être dans la vie de la personne en Instagram Story. Moi, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne se voient pas se mettre en scène et qui me disent « Ouais, mais si j'ouvre un compte TikTok, il va falloir que je filme quand je mange avec mes amis. » Mais attends, ça n'a rien à voir du tout. Tu peux faire des vidéos qui sont là pour être des vidéos avec des sujets particuliers. Et si tu n'as pas envie de te mettre en scène dans ta vie réelle, tu n'es pas obligé de le faire. Donc, je pense que les audiences... Moi, ce que je trouve dingue, c'est que chaque nouveau créateur nous fait découvrir en fait une nouvelle audience. On se dit à chaque fois, non mais là, il n'y a personne qui va être intéressé par de la plomberie sur YouTube, mais tout le monde. À commencer par ma femme la dernière fois, je trouvais ça incroyable. Moi, j'ai toujours la flemme de faire ces trucs-là. Je dis non, mais ça change en 2 secondes, regarde YouTube. Et c'est elle qui l'a changé. Et j'étais en mode, c'est fou, parce que moi, par fainéantise, j'aurais appelé un plombier pour faire ce truc, quoi, tu vois. Donc, Et alors ça, c'est vraiment un edge. Moi, je pense que j'ai une population audience un tout petit peu plus âgée que la tienne. On va dire dans l'absolu, 20-45 ans, c'est vraiment le cœur de cible de la martingale, ouais. 25-45 même. Et alors, il y en a une partie qui a l'habitude de ça. Il y en a une partie qui a l'habitude, mais qui l'a pas complètement conscientisé. C'est-à-dire qu'ils vont consommer du plombier sur YouTube, mais ils l'ont pas complètement, ils s'en rendent pas vraiment compte. Et il y en a une partie qui est complètement en dehors. Qui est pas vraiment, qui le fait pas, qui cherche encore sur des blogs ou des choses comme ça. Moi, je l'ai réalisé là-dessus en recevant Shubham Sharma, ça te parle ? Oui. Il y a du no-code sur Génération It Yourself, je l'ai reçu il y a quelques mois, un super épisode sur l'IA et comment s'y mettre. Et en fait, il me dit, mais moi, je regarde plus Google, en fait. Toutes les recherches que je fais pour apprendre à faire quelque chose, à réparer quelque truc, quoi que ce soit, c'est que sur YouTube. Et même quand on pense aller sur YouTube, aujourd'hui, l'enjeu de Google qui détient YouTube, c'est que tu passes du temps chez eux. S'ils t'apportent la réponse dans un article, que l'article, tu vas passer 3 secondes pour trouver la réponse, ça les intéresse beaucoup moins que de référencer une vidéo YouTube que tu vas prendre le temps de regarder en entier. Donc même dans les recherches Google aujourd'hui, et c'est là la différence, je trouvais aussi j'ai démarré le podcast il y a 1 an versus YouTube, et je trouve que la façon de rechercher, la façon de recommander, c'est assez dingue, parce que les podcasts, je trouve que finalement la recommandation est assez forte, parce qu'il y a encore beaucoup de place. Donc j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah putain, j'écoute ton podcast Romain Lannéry, mais je savais même pas que t'avais YouTube », ce qui moi me paraît dingue quand ça fait 12 ans que t'es sur YouTube. Et d'autres qui ne savaient même pas que j'étais YouTubeur, mais qui ont déjà vu des vidéos, parce que simplement avec une recherche Google, et même maintenant les IA le font. ChatGPT le fait aussi, et les IA vont le faire, Gemini le fait aussi. Enfin, recommander des vidéos, finalement, ça paraît être la chose la plus didactique. Alors, donc en SEO, les vidéos sont au-dessus. En référencement naturel. Et le trick qui est très intéressant, que j'ai compris il y a quelques mois, il y a 2 ans avec notamment Alvo, c'est que le combo gagnant,
c'est article sur ton blog avec une vidéo dedans. Et alors là, tu deviens... Tu sais le hack qu'on a fait ? J'ai adoré, ça fait 6 mois qu'on raconte du coup les histoires d'entreprises qui nous ont tous touché, beaucoup de nostalgie, Shazam, Duolingo, Toys R Us aussi, comment est-ce qu'ils se sont fait exploser par Amazon et tout ça. Et quand on a fait ces vidéos-là, j'ai partagé sur mes réseaux et j'ai dit surtout, pour tous ceux qui écrivent des articles, les journalistes et autres, voilà les sujets. Copier-coller le sujet qu'on a fait, avec grand plaisir, servez-vous-en, parce que nous-mêmes, pour écrire nos vidéos, on s'en est servi. Et en fait, on se fait monter mutuellement, c'est dingue, t'as des blogs sur le jeu vidéo, des blogs plus tech qui font des articles issus de nos vidéos, et nous, dans nos vidéos, dans les sources de notre description, qu'est-ce qu'on met ? Ces articles-là. Et finalement, tu vois que c'est vraiment le combo gagnant, et que tu peux le faire de façon très simple. Donc, ça concerne... Alors, tu vois, je voulais prendre cet exemple, parce que tu parlais de ta femme, et donc la mienne a fait un truc comme ça, qui est normalement... un truc que tu vois dans l'ancien monde que mon père faisait plutôt qu'un truc, tu vois, un truc de dude, quoi, tu vois. Et donc c'est assez marrant. Est-ce que tu perds tes chaussettes ? Est-ce qu'il y a des chaussettes qui disparaissent chez toi ? Oui, mais c'est le genre de problème en général quand je vois qu'il me manque. C'est ce matin d'ailleurs, je me disais il me manque des paires blanches, j'ai juste recommandé 10 paires de chaussettes blanches sur Amazon. J'en suis là. Ok. Et donc en fait, il se trouve qu'il y a un trou noir qui existe, un vrai trou noir. C'est pas une légende. Qu'en fait, ton sèche-linge, t'as un sèche-linge ? Oui. Ton sèche-linge aspire des chaussettes et quelque part, elles se mettent derrière dans le truc. Et fait, quand tu l'ouvres, gros tip pour tout le monde, quand tu l'ouvres, tu peux retrouver tes chaussettes, mais genre, potentiellement, si tu en as déjà depuis des années, tu vas retrouver des dizaines. Quoi. C'est incroyable. Et moi qui voyageais et tout, je me suis juste dit, j'ai oublié une chaussette sur le lit d'un hôtel ou d'un truc, voilà. Tu vois, je me suis pas posé la question. Okay. Et donc, elle a ouvert ce fameux truc. La soirée incroyable, j'imagine bien vos soirées maintenant. Bon, non, mais tout ça pour dire, on s'en fout de cette histoire de chaussettes. Ce qui est à mourir de rire, c'est que là-dedans, donc je sais pas ce que fait ce créateur de contenu qui a fait la chaussette et s'il gagne, comment, etc. J'imagine qu'il fait du bricolage, qu'il a des followers et puis qu'à un moment, et comment il le monétise, on y viendra ensuite. Ce que je veux dire, c'est que ça concerne tout le monde. Les auditeurs de la Martingale qui nous écoutent, on a beaucoup, par exemple, d'agents IMO, de conseillers en gestion de patrimoine, de gens qui sont autour de la finance, ou gens pas du tout d'ailleurs, hein, qui sont juste des gens qui bossent et qui veulent savoir comment placer leur argent, comment faire. Voilà. Le principe de cet épisode, pourquoi on dit tout ça, c'est que ça concerne potentiellement tout le monde. Et là, je voudrais venir sur une dynamique, avant que tu me prennes tes exemples. Je reviens sur le pourquoi on le fait et quel niveau d'expérience. Est-ce qu'il faut forcément être expert pour le faire ? Est-ce que, tu vois, je dois être le mec qui bricole le mieux pour faire des contenus sur le bricolage ? En fait, ce qui va être super, c'est que ta façon d'être va attirer les gens qui vont aimer qui tu es. Donc, si tu es quelqu'un de très maniéré, très attentionné aux détails et tout ça, tu vas forcément attirer une communauté qui peut être touchée par ce genre de biais-là. Si tu es un personnage brut de décoffrage, tu vas attirer... Je te prends 2 exemples. Attends, je vais réfléchir, que je trouve incroyable. Dans l'automobile, par exemple, sur YouTube, tu en as un qui est La Boiserie. Ok. Très brut de décoffrage, des blagues salaces et tout. Ça réunit plusieurs millions de personnes aujourd'hui chaque mois, c'est colossal. Un truc de bro, quoi. À côté de ça, t'as des créateurs automobiles vachement luxe avec des gants en cuir et qui vont aussi faire des dizaines de millions de vues. Donc en fait, c'est très difficile parce que les gens arrivent pas à comprendre ce concept-là de sois qui tu es. Parce que moi-même, je me suis perdu en 12 ans. Au début, j'étais vraiment qui j'étais vraiment. Après, tu commences à avoir un peu les paillettes dans les yeux, te dire ça y est, on y croit à cette grande pièce de théâtre avec tes abonnés et tout ça. Donc tu te transformes un peu. Finalement, c'est plus toi. Et aujourd'hui, je reviens exactement à qui je suis, c'est-à-dire le mec qui a envie de découvrir les coulisses du business, des entreprises et tout. Et c'est à chaque fois que j'ai été moi-même que ça marche le mieux. Super intéressant. Donc, mais c'est difficile parce que quand tu te regardes pour la première fois en vidéo, même avec un téléphone, c'est très difficile, t'as envie de te dire « Ah mais là je suis pas bien, ah mais là je... » Et en fait le plus important, et on va le répéter peut-être 20 fois, faites des trucs et il se passera des trucs. Et c'est pour ça que je dis que c'est pour n'importe qui, parce que si t'aimes coudre, le fait que tu fasses des vidéos sur la couture, ça va peut-être te connecter à d'autres gens qui adorent la couture. Ouais. Puis peut-être qu'une personne va dire « Ah mais il y a un événement sur la couture, faut que tu viennes rencontrer un tel et un tel. » Et en fait, de fil en aiguille, dans 10 ans, t'auras un skills incroyable, soit t'en auras fait carrément un métier, ce qui n'est pas obligatoire. Faut aussi dire que les réseaux sociaux, tu peux aussi t'amuser dessus, heureusement. Mais à l'intérieur de ça, je trouve que c'est une porte ouverte incroyable, peu importe où t'habites, peu importe ta zone géographique, peu importe ta langue aussi. Ouais, parce que tu peux le faire, c'est fou ça aussi, tu peux le faire tout seul. Tu peux même le faire sans parler.
Mathieu. Il y a des vidéos aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Thibaut InShape dans le sport a explosé? Parce qu'il a commencé à faire des vidéos courtes sans parler. Il touchait la planète entière. C'est vrai. Il y a sans parler, il y a le faceless, donc sans être visible. Ça, c'est-à-dire qu'on voit pas ton visage. Il y a des tas de gens qui font des vidéos. Alors là, il y a... Moi, j'ai démarré comme ça. Ouais. Les premières vidéos sur les objectifs photos, j'avais trop peur qu'on me reconnaisse à l'école et tout ça. Je prenais les photos et les vidéos de mes objectifs et je faisais comme les bandeaux BFM, tu sais, en bas, j'écrivais mon texte pour expliquer ce que je pensais du produit. Déjà à l'époque, ça faisait 1000-1500 vues. Et vous cherchez un faceless YouTube channel. Il y a des tas d'experts, des mecs qui font carrément des vidéos sur les faceless YouTube channels. Et en fait, il y a des podcasts. Ouais. Et des podcasts, évidemment. Donc là, on t'entend, mais en revanche, on te voit pas forcément, même si c'est mieux quand même de pouvoir les filmer. Mais c'est super intéressant. La question, je reviens sur la question que je te posais. Moi, je donne aussi mon élément de réponse. C'est que quand je me suis lancé sur de la création de contenu à proprement parler, parce que j'avais grenouillé avant sur du blog, des choses comme ça, et sur vraiment le podcast, j'étais sur un sujet que je maîtrisais et que j'aimais beaucoup, qui est l'entrepreneuriat avec Génération It Yourself et le fait de se lancer. Même si je reçois des artistes et des gens, mais à chaque fois, en revanche, je reçois des gens qui sont dans une expertise, une niche, une zone de génie qui est pas la mienne. Donc je suis toujours dans une forme d'humilité. Sur la martingale, l'approche était très différente. Quand j'ai lancé en 2019, j'y connaissais rien. Et en fait, tu peux aussi te mettre dans une démarche qui est de dire regardez, tu vois, ma femme, je sais pas, elle se met à la tu parlais de couture, mais elle se met plutôt au tricot. Ouais. Et ça commence, tu sens à la titiller, elle a fait un post sur LinkedIn, etc. Là-dessus. Et elle me dit, non, mais je suis pas légitime, je peux pas faire un truc sur le tricot. Je dis, bah si, justement. Regarde, je vous emmène avec moi. Exactement. On va apprendre le tricot ensemble. Donc si vous nous écoutez, vous avez une passion, un truc, alors vous êtes super expert, vous les partagez dans le running, il y en a plein, dans les trucs, c'est très bien. Mais sinon, apprenez avec les autres, c'est super. Embarquer une communauté qui a envie d'apprendre. Clémentine Gallet sur Bliss, son podcast, qui est un des plus gros podcasts français, elle a appris la maternité en la racontant en fait, et en la partageant avec d'autres personnes. Donc c'est aussi la beauté du truc. Toi, tu connaissais rien, t'étais un newbie, et j'y connais toujours rien sur plein de sujets. Chaque semaine, je suis en live. Et c'est ça. Et puis même là aujourd'hui en live, les gens peuvent se dire, t'as reçu des PDG du CAC 40, ça y est, tu es le sachant. J'arrête pas de répéter en live, les gars, vous en savez plus que moi, parce qu'en fait, vous êtes des milliers, moi je suis tout seul. Donc surtout, je vais m'aider du chat pour être moins con que la veille, c'est toujours ce que je dis en live. Mais justement, c'est quand tu reviens à, juste, je suis comme ça et c'est ok. Il y a peut-être des sujets sur lesquels je m'y connais mieux, si tu me parles un peu plus de photographie, c'est des trucs que je maîtrise depuis longtemps, des passions un peu perso, de l'automobile, j'aime bien aussi. Mais je trouve que c'était d'ailleurs François-Henri Benamias qui me disait ça, l'ancien PDG d'Audemars Piguet, qui m'avait dit la réussite, c'est une montagne sans sommet. Et en fait, si tu penses que tu dois être à la fin du jeu pour dire je sais jouer au jeu, ça fait plus rire personne. Parce qu'en fait, moi, quand je joue avec des potes qui connaissent par cœur Mario Kart, ça me fait chier. C'est pas drôle. Il me bat à chaque fois, il connaît des trucs que je connais pas, il m'intéresse moins que le mec qui est avec moi, avec qui je me bats et qui apprend avec moi. Exactement. Donc en fait, les gens que tu vas toucher, il faut qu'ils se sentent touchés par ce que tu racontes. Donc s'ils pensent que toi, t'es le grand dieu de la plomberie et qu'en plus de ça, tu les écrases à chaque fois et que tu leur parles avec un vocabulaire qu'ils connaissent pas, qu'ils maîtrisent pas, tu vas attirer beaucoup moins de monde que si tu parles de façon accessible. Alors c'est vrai, il faut quand même aussi se dire, si vous êtes très expert dans un sujet qui vous plaît, il faut l'être. Ça peut fonctionner aussi. Je prends, je sais pas, Nico de Running Addict qui te fait ses marathons, pardon, j'allais dire triathlon, mais marathon en 2h30-ish, 2h34. Évidemment, quand il te donne ses conseils, nutrition, entraînement, dernière semaine avant la course, tout ça, tu l'écoutes parce que tu dis, ok, c'est bon, lui, c'est pas un pimpin. Je vois aussi en vidéo finance. Oui. Quand tu compares, t'as des vidéos finance vachement accessibles. Et t'as des vidéos où t'as intérêt de savoir de quoi tu parles déjà en arrivant. Mais en même temps, mais parce que ils se sont pas travestis, si je puis dire. Ils sont vraiment qui ils sont vraiment. Ils veulent pas se dire je veux toucher plus de public, alors je vais faire croire que ça je le sais pas. Je déteste ça. Quand un créateur te regarde et dit oui mais alors ça veut dire quoi ça, alors qu'il le sait très bien. Tu vois, juste pour essayer de se mettre au niveau de son public. Mais c'est con, si tu le sais, explique-leur. Par contre, va dire à côté ce que tu sais pas. Il y a des mauvais côtés quand même. On va venir sur les exemples et après on va venir sur le où, c'est-à-dire sur quelle plateforme, comment, etc. Mais il y a aussi des... Je veux le prévenir, c'est un peu comme dans la finance perso là-dessus. Hein. Là, on parle d'une martingale réelle sur la création de contenu. Mais comme dans les finances perso, ça comporte des risques, entre guillemets.
y a des mauvais effets à tout ça. Tu disais tout à l'heure, par exemple, que quand tu te lançais, ta communauté, comme toi, c'est les gens qui sont comme toi qui vont te suivre. Si t'es pointilleux, etc., si t'es un peu à l'arrache, y a des gens un peu à l'arrache qui vont bien aimer. Moi, je vois, j'ai des contenus qui peuvent être un peu décousus, mais qui sont très organiques, humains, etc. Il y a des gens qui aiment pas du tout. Et je mets trop de skin in the game, je suis trop présent dans mes contenus. Et finalement, il y a des gens qui me disent c'est qui ce mec, en fait. Moi, j'ai eu des retours parce qu'au départ, quand je connaissais pas ton podcast, j'aime bien demander à l'entourage. T'as des personnes qui me disaient ah oui, mais tu verras, il interviewe moins, parfois il parle plus de ses expériences à lui. Et je me suis dit bon, ok, c'est peut-être juste une discussion plus que. C'est une discussion, c'est exactement ce que je revendique. Je suis pas une interview. Et c'est ok. Ouais, c'est ok. Pour moi. Et en fait, il y a des tas de gens qui viennent ici pour ça et qui nous écoutent et là, qui aiment probablement bien ce que je fais. Il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois parce que c'est toi qui viens de voir et ils disent mais infernal le gars. Et c'est ok, je vous embrasse, je vous aime aussi. Et c'est une sélection naturelle. Et c'est voilà, super. Exactement. Parce qu'ils vont être déçus. Mais en revanche, ce que je voulais dire, c'est que t'as parmi ceux-là des gens qui viennent et qui sont venus pour toi. Parce que tu leur as partagé évidemment ce contenu, ils viendront, ils se diront c'est un connard et qui vont me le dire. Et ça blesse. Et ça, moi, je suis plus trop blessé par ça. Mais il y a des gens qui vont... Il y a quand même une forme... Quand tu es visible, quand on parle de 1000 personnes ou de 100 personnes, t'en as 10 qui vont aimer, qui vont convertir. T'en as 1, 2, 3 qui vont te dire que t'es un connard ou qui vont te dire des trucs très subjectifs et qui sont durs à prendre. T'en as forcément encaissé beaucoup. Et c'est super que tu le mentionnes parce que je pense que c'est de là que naît le conseil qui est fais quelque chose qui te plaît. En fait, ce qu'on veut dire dans ce conseil pourri que j'ai reçu toute ma vie, et j'étais frustré de ce truc-là, je vais pas faire un truc qui me plaît, je vais faire un truc qui marche, connard. Tu vois, t'es dans ce truc-là. Super. Sauf qu'en fait, plus t'es égoïste dans la création de contenu, plus tu fais quelque chose pour toi, parce que toi, tu kiffes le sujet, parce que le fait de faire un contenu dessus, tu vas en apprendre plus. Plus tu te protèges des mauvais retours. Plus t'essaies de le faire en pensant que tu le fais que pour les gens, plus si les gens n'aiment pas ce que t'as proposé, ça va te détruire. Donc, je pense vraiment qu'il faut se mettre comme t'es acteur dans une pièce de théâtre, t'es comédien, tu viens parce que tu kiffes le théâtre. Que les gens à la fin te disent c'était pas bien ou c'était bien, ça va te forger, ça va peut-être te remettre en question sur des choses, mais c'est pas pour ça que tu l'as fait. T'es pas monté sur scène pour que t'aies que des gens qui te disent ah c'est magnifique ce que tu nous as donné hier. Et il y a un truc que vous êtes en train d'entendre en direct ou presque, c'est que c'est un accélérateur de vie tout ça. T'as quel âge, Romain ? 28. Voilà. Moi j'ai appris tout ça, beaucoup plus tard, parce que j'ai lancé mes contenus beaucoup plus tard. En fait, comme tu démultiplies le nombre de points de contact, exactement. Tu vas démultiplier les opportunités, tu vas démultiplier les merdes aussi de temps en temps un peu. Et que j'ai envie de... c'est mon premier conseil, c'est faites des trucs pour que ça soit mauvais. Parce que vous allez apprendre plus. Mais donc voilà, je voulais mettre ce warning parce raison. que si vous n'êtes pas très chaud ou pas très prêt et très sensible à la critique, faut un peu se préparer psychologiquement ou ne pas y aller parce que ça fait partie de ce game-là. En revanche, c'est aussi le côté pile de la réussite entre guillemets, si on peut parler de ça comme ça, mais en tout cas de cette visibilité que tu vas générer. Je trouve ça dramatique parce que quand t'es petit, c'est ok, tu testes plein de trucs, tu ne les fais jamais bien. Et tout le monde est en train de t'encourager pour que tu les fasses mieux. Plus tu vieillis, plus quand tu fais un truc pas bien, on se dit on va pas voir ça, c'est nul. Mais il vient de commencer. Encourage-le comme quand un gamin qui se met sur 3 roues et qui enlève ses petits trous, tu vas pas lui dire ah t'es nul, tu sais pas le faire la première fois. T'as envie de lui dire ah c'est super, vas-y tu le pousses. Plus tu vieillis, plus on t'enterre parce qu'on n'a pas envie, tu vois, de se dire qu'il va réussir quelque chose de nouveau. Donc pars d'un principe simple. Ce que tu vas faire pour la première fois, ce sera toujours nul, comme quand t'étais petit. Mon premier contenu, tu vas le regarder aujourd'hui, c'était nul. Mais heureusement que je l'ai publié vite. Comme ça, le prochain, il sera toujours un peu moins nul que le précédent. Donc, je suis toujours pressé par un truc quand t'as des jeunes même à distance, souvent, j'accepte de participer dans des masterclass, des choses comme ça à distance. Et les jeunes qui me disent, ah oui, mais alors moi, je vais préparer pour faire ça, je me prépare, je vais... Alors déjà, tu vas faire un truc, c'est que tu prépares rien. Quand t'as fini cette masterclass, tu prends ton téléphone et tu fais. Comme ça, ton premier truc nul, il est sorti ce soir. Tu regretteras pas. Demain, tu le feras un peu mieux et puis ainsi de suite. Mais je trouve, le vrai blocage, c'est toujours de penser que plus tu vieillis, plus il faut que tu fasses mieux et très bien dès le début. Et je vais prendre un conseil, en t'écoutant, je me demandais est-ce que c'est antinomique avec ce que tu viens de dire. Non, je crois que c'est complémentaire juste avant. En fait, tu le fais pour toi, c'est-à-dire sur quelque chose que tu kiffes, mais pas pour toi dans le sens de te mettre en avant.
Exactement. Et donc tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais donc tu le fais pour ton audience. C'est ça qui est important, c'est que tu dois te mettre, parce que souvent tu te mets la pression en te disant, mais pour qui je vais passer? Et ça, au départ, tu le fais pour toi, il y a personne qui t'écoute. Oui, mais donc, en revanche, tu vas te dire, mais en fait, ceux qui vont venir, qu'est-ce que je veux leur donner comme message? Et en fait, faut pas être auto-centré, parce que sinon là tu vas dans le narcissisme, et c'est là où à chaque fois que si tu le fais trop pour toi, en revanche les autres vont, dès qu'on va t'envoyer un petit coup de canif, tu vas prendre ça comme un coup de bazooka. C'est vrai. Romain, maintenant qu'on a compris que ça pouvait se faire à peu près partout, alors donne-moi quelques exemples de trucs de ouf que tu as pu voir, qu'on fait exploser, peut-être changer des vies, des business. Tu m'as parlé d'un apiculteur. Je te raconte son histoire rapidement. Étienne Carter, il a 34 ans, il est apiculteur en Moselle, et c'est un pote à lui qui n'y connaît rien, qui lui conseille un jour de partager son métier en vidéo pour qu'il puisse à distance en apprendre un peu plus sur ce qu'il fait et pour éduquer les gens. Il teste, et avec une seule vidéo qui en un jour dépasse les 80 000 vues sur TikTok, donc ils vont juste se filmer proche des abeilles et ils vont raconter une première partie de leur métier. Ça touche les gens. Et un truc qui me marque aussi avec le temps, tu verras dans les exemples, c'est le nombre de vidéos qu'il faut pour en arriver à ce qu'on raconte leur histoire. C'est-à-dire que plus qu'un nombre d'abonnés, c'est combien de fois tu as fait des trucs pas foufou et tu les as améliorés au fur et à mesure. Par exemple, les gens qui me disent « Ah ouais, en 10 ans, 1 million d'abonnés sur YouTube », je fais « Non, 1400 vidéos, 1 million d'abonnés ». Ah ouais, et là le ratio il est pas si bon que ça, tu vois, parce que 1400 vidéos, exactement. Non, mais oui, en tout cas il est bon. Je sais pas, on peut dire bon, pas bon, mais en revanche, comparé à des gens qui ont explosé du jour au lendemain, c'est aussi avec beaucoup de répétitions que tu peux avoir le geste juste. Tu vois, t'as la fameuse règle des 10 000 heures. Au bout de 10 000 heures, tu peux te considérer un peu plus expert. Donc là, lui, 100 vidéos plus tard, 70 000 abonnés, des vidéos qui ont plus d'1 million de vues et qui redirigent vers un site familial pour commander son miel. C'est dingue. C'était pas de base. Et t'imagines l'argent que t'économises en ne passant plus par des distributeurs, en ayant leur site web, avec plaisir. Si Étienne passe par là, je vous connecte. Je pense que tu peux le mettre à jour facilement pour pas grand chose. Tu sens que c'est le truc vraiment familial de l'époque, mais ça marche. Va te faire un petit Squarespace. Mais c'est comme Amazon à l'époque. C'était moche, mais ça marche. Donc c'est tout ce qu'on te demande, quoi. Donc ça, c'est un premier exemple que je trouve assez dingue. Super intéressant. Et donc, une vidéo, ils ont essayé, et puis ils en ont fait combien après, tu sais 100 vidéos. Bah, en fait, tu fais une première. Qu'est-ce qui se passe? T'as forcément un commentaire qui va te dire first. Je suis le premier à commenter. Tu vas avoir si un vous deuxième. Connaissez pas le truc de YouTuber, c'est vraiment le truc de voilà, les gens qui vont firster ta vidéo. Donc c'est les premiers, ils sont trop contents d'être sous tes commentaires. Et puis ensuite, pour prendre mon propre exemple, à l'époque, c'était ah oui, il est bien cet objectif photo, mais tu devrais tester celui-là. Et quand tu testes celui-ci, l'abonné il se sent un peu privilégié, il dit ah trop bien, tu as testé, viens on se parle. Donc après tu lui parles par Skype et puis ainsi de suite. C'est ce que tu disais, par Skype. Communauté. Oh là là. Exactement, t'as vraiment un aspect communautaire. Quand un jeune passe pour un vieux, c'est bon ça. C'est bon, ça te fait plaisir. Je me sens moins seul. J'ai aussi pris le profil de Émilie Franzo, qui au départ elle avait un simple blog pour partager ses recettes de tartes et des photos des plats cuisinés, et elle s'est lancée au fur et à mesure sur Instagram. 2384 publications plus tard, 185 000 abonnés sur Instagram, et aujourd'hui il y a des partenariats qu'elle peut débloquer avec des marques exactement. Erta, on va reparler aussi après si tu veux des différentes façons de se monétiser. T'as l'affiliation, t'as les dons aussi par la communauté. Tu peux aussi décider de faire quelque chose où ce sont les gens qui te payent par des dons, comme sur Twitch ou sur d'autres plateformes de live. Patreon aussi, qui permet d'avoir accès à du contenu et de le faire payer. Ce qui est intéressant dans les deux exemples là, je sais pas si tu en as d'autres, mais c'est que tu es dans deux exemples sur lesquels il y en a un où c'est un entrepreneur, donc tu dis évidemment, il met en avant son métier, mais il y en a un autre où Émilie, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ça se trouve, elle est institutrice ou policière, et sa passion, c'est de faire des tartes. Et ce que je trouve dingue, c'est que par exemple, l'apiculteur, à la fin, il a juste fait ce que les distributeurs font. Quand tu vas commander ton miel sur Franprix et qu'il arrive en 24 heures, pour les Parisiens, à la fin, ils ont juste fait de la communication en publicité sur les réseaux sociaux pour toucher des gens qui sont souvent sur leur smartphone, pour leur dire, prenez notre application Franprix, Monoprix ou ce que vous voulez, et commandez en ligne. Et il se trouve que ta référence de miel, elle est dispo. Pourquoi tu ferais pas juste la même chose pour bypasser tout le réseau? Ça a été les grands défis de beaucoup de marques tech qui étaient distribuées chez Boulanger, chez Fnac, chez Darty, de se dire c'est super, mais on maîtrise pas trop quoi là. Là, si ça matche pas sur la prochaine sortie de produit, on peut pas renvoyer nos clients directement sur le site. Je te parle de DJ Plomberie.
Ah ouais. David Jouan, DJ plomberie qui est basé dans le département de l'Hérault, 34, plombier professionnel qui exerce depuis 24 ans, qui a lancé sa chaîne YouTube. Donc il a 45 ans. Ouais. 3 à 4 vidéos par mois aujourd'hui, 453 vidéos plus tard, 270 000 abonnés YouTube. Et c'est clairement, on en parlait dans le brief au départ, c'est une troisième source de revenus. De base, il est plombier, il est très bon dans ce qu'il fait. Il se trouve que quand il est dans des interventions où les clients ne sont peut-être pas à côté de lui, il va filmer ce qu'il fait, il le commente en voix off après et il le poste sur YouTube le soir. Pour une demi-heure de plus, tu peux tripler tes revenus facilement. Troisième source, pourquoi ? T'as quoi en deux premières ? Je pense que tu dois avoir ses clients. Ouais. Et peut-être la deuxième, moi ce que je considère souvent comme deuxième source de revenus, tu peux avoir, tu sais, les investissements que tu fais. Oui. Quand tu as 24 ans d'expérience dans la plomberie, tu peux te dire, tu as peut-être de l'immobilier, tu as peut-être des choses comme ça, je sais pas. Et tu crois que lui, DJ plomberie, avec 260 000, c'est pas sa première source de revenus Peut-être aujourd'hui. Peut-être, c'est ça qui est dingue, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas fait, sûrement, il a pas dû démarrer ça pour ça. Non, c'est ça que je trouve assez fabuleux. C'est là où c'est intéressant pour vous, et on vous parle d'un edge. Vous pouvez vous dire c'est trop tard, mais en fait, arrêtez d'écouter la martingale si vous vous dites ça. Non, mais on est en plein dedans. Il faut jamais se dire c'est trop tard. Mais l'exemple ça va est là. Exploser encore tout ça. Tous les êtres humains qui sont en train de naître vont avoir comme réflexe de s'éduquer avec ces réseaux-là. Donc en fait, il n'y a pas meilleur moyen que de le faire maintenant, puisque à l'époque, les gens qui représentaient la majorité qui pouvaient avoir accès à ces réseaux-là n'étaient pas éduqués sur ces réseaux. Et en fait, je voudrais aller plus loin dans DJ Plomberie, mais Clémence Lepic, ma productrice de Génération It Yourself, elle a lancé un podcast qui s'appelle Combien ça gagne, et elle a reçu un couvreur de toit, tu vois, il fait des toits. Et en fait, lui, clairement, mais tu dis couvreur, niche, encore plus niche que le plombier, parce que tu vas pas faire ton toit toi-même, enfin, pas moi en tout cas, hein, mais déjà la plomberie c'est chaud, mais... Et en fait, le mec, c'est devenu littéralement sa première source de revenus. Parce que, en fait, dans un truc aussi niche que le toit, en fait, tous les constructeurs... pour le bois, les bricolages... exactement, tout ça, les tuiles, tout ce que tu veux, en fait, ils veulent bosser avec lui. C'est devenu un gros promoteur. Mais t'as pas besoin d'être numéro 1 pour ça. En plus, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que les micro-influenceurs sont des choses qui intéressent aussi beaucoup les marques et les partenaires. On va venir après sur comment on gagne de l'argent là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment passionnant ce genre d'exemple. Qu'est-ce que je voulais dire sur la plomberie ? Je sais plus. Mais t'en as d'autres toi, encore, ou des exemples ? Un beaucoup plus connu, Cédric Grolet. Bien sûr. J'ai pris des chiffres parce que Cédric Grolet, incroyable pâtissier, qui travaille avec l'hôtel Le Meurice sur Paris, qui a été lancé en tout cas et promu avec l'hôtel Le Meurice. Cédric Grolet, c'est un influenceur quasiment. Mais surtout de base, tu te dis, lui qui fasse des vidéos ou pas, ça change pas grand-chose. Parce que il est déjà là-haut, quoi, dans la capitale, ouais. Exactement. Écoute, j'ai pris des chiffres incroyables. Le gain de followers sur Instagram, il est passé de 2,5 millions d'abonnés en mai 2022 et il a atterri à 7 millions d'abonnés en mai 2023. Une croissance de 180% uniquement grâce aux vidéos Reels sur Instagram. On parle de Cédric Grolet qui a déjà 2,5 millions. Donc quand tu te dis ça, tu te dis c'est pas possible, il a déjà touché la France entière, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce sont des vidéos où il ne parle pas forcément. Ça peut être uniquement de la musique avec des super beaux plans sur de la pâtisserie. Facebook, pareil, on oublie parfois Facebook, mais il y a aussi quand même une niche, peut-être au-delà des trentenaires. 63%, 323 000 abonnés vers 528 000 abonnés, pareil, dans la même période. L'impact de la recommandation, elle a été dingue. Il y a eu une augmentation, ils ont mesuré 350% des vues quotidiennes en augmentation, en passant de 160 000 vues par jour à 720 000 sur Facebook grâce aux vidéos courtes. Incroyable. Donc quand tu vois ça et que tu te dis putain, même Cédric Grolet, il peut encore faire des stats pareilles, alors que j'avais le sentiment que déjà tout le monde le connaissait, qu'il n'avait pas besoin de ça, quoi, pour. Donc, non, tout le monde, vraiment, je pense, trouvera sa niche. J'ai aucun doute là-dessus. Je vois pas comment c'est possible quand tu vois des jeunes TikTokers dans la musique qui se filment et qui percent comme ça. Je pense vraiment qu'il faut essayer. Ok. Moi, je suis pour qu'on essaie, en fait. Je pense, moi, tu sais, mon mantra, c'est do it. Hein, donc, je suis forcément dans cette lignée. On a convaincu une certaine partie des gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y en a une grande partie d'entre eux, une grande majorité même, qui se dit, ok, super, mais l'étincelle, c'est quoi ? Dans quoi je me lance ? Comment je choisis ? Et qu'est-ce que je fais ? Avec quoi ? Tu vois ? Si tu devais être invité au dîner de con, tu parlerais de quoi ? Ben voilà.
c'est un peu ça. Je suis désolé. Moi, au départ, j'aurais pu être invité à un dîner de con. Tu vois, le mec, alors vous savez que la souris, machin, pour le PC, elle est en Bluetooth. L'autre, il parle de tricot. L'autre, tu te dis, c'est débile mental. Mais en fait, absolument pas. C'est génial. Le premier conseil que j'aurais, c'est déjà ne pas se poser de questions trop business au début. Ne pas se dire, c'est sur quelle plateforme je vais. C'est quoi la plateforme sur laquelle tu passes le plus de temps? Instagram? Fais du Instagram alors. C'est parfait. Commence par la plateforme que toi-même tu consommes. Ça te parlera vachement mieux. Ensuite, quels sont les contenus que tu regardes le plus? Tu passes ta vie à regarder des sacs à main, des motos, tu passes ta vie à... Oui, mais j'ai pas l'argent pour acheter les sacs à main, je vais pas parler de sacs à main. Pourquoi? Tu crois que Coco Chanel, elle avait déjà des usines quand elle a commencé? Non, pas du tout. Et tu crois qu'elle avait déjà... montres, les influenceurs ils ont pas tous des marqués à 300 000. Exactement. Il y en a plein qui n'en ont pas du tout. Pas du tout, et qui en parlent très bien. Il y a un créateur dans l'horlogerie, d'ailleurs, qui commençait par parler des montres des rappeurs. Et qui avait Clément entre-temps, exactement. Clément que j'ai reçu ici, ouais. Mais Clément, il a commencé comme ça. Il avait pas de montre, bien sûr. Il prend des vidéos de 30 secondes en disant le rappeur X. Vrai ou faux, exactement. Et donc, parle d'un truc qui te plaît, qui t'anime, et sur la plateforme qui te plaît. Voilà. Copie, si tu peux, un Américain ou un Asiatique ou quelqu'un, ou même un Français d'ailleurs. Ouais. Quand je dis copie, il faut pas plagier, hein, mais fais dans les mêmes univers. Mais tu vas t'inspirer de ce que tu regardes. Ouais. Moi, au début, c'était Unbox Therapy, Marques Brownlee, au tout début. Voilà. C'était les deux créateurs aux US où je me disais, ils ont une cam face à eux, ils filment les produits et ils en parlent. Ils parlent pas de celui-là de produit. Vas-y, je vais en parler moi aussi en français. Mais ça vient d'un... J'aime bien ton dîner de con, je trouve ça c'est super comme analogie. Mais en même temps, quand tu prends tous les créateurs de contenu, tu vas voir leur premier contenu, tu te dis, putain, tu les réunissais tous à un dîner de con. Honnêtement, c'était nul. Moi, là, il y a un truc que je veux faire depuis une semaine ou deux, alors je sais pas si je le ferai sur mes contenus, mais non, où je serai le con de ce dîner de con, parce que je montre ça à tout le monde comme un obsédé, mais c'est d'expliquer les projets sur ChatGPT, le mode projet. Je sais pas si tu l'as déjà essayé. Ouais. Et en fait, je me dis, il faut absolument que je fasse une vidéo parce que je passe ma vie à le montrer à tout le monde au dîner. Je pense qu'ils me regardent en me disant, mais c'est dingue. Ce mec est obsédé en fait. T'as ça et l'analyse vidéo en IA. Tu démarres l'appel vidéo, on le fait dessus après. Tu filmes j'en sais rien, ta plomberie justement, et tu dis, tu es en train de parler à l'IA via, comme si tu faisais un FaceTime, ok. Et tu dis, là, il y a un truc qui fuit, je sais pas ce que c'est. C'est hallucinant. Dernière fois, là, vous avez l'arrivée d'eau, vous devriez la couper, et t'es en mode, waouh, ok. Et donc là, les gens vont me dire, oui, mais du coup, à quoi ça sert si les IA vont remplacer les créateurs et tout ça? Là-dessus, j'ai un truc très sincère, c'est que les humains ont besoin d'être humains. On est des êtres sociaux. Il y a ces études qui étaient folles à l'époque et horribles, je trouve. Si tu ne parles pas à un bébé, il meurt. Donc un humain aura toujours besoin de parler à un humain. Il se trouve que c'est pratique d'allumer ChatGPT le soir. Il y a plein de choses qui seront bien mieux faites que les êtres humains, mais la vraie valeur ajoutée restera dans les mains d'un humain. Et puis, il y a des... tu vois, là, moi, une marque que je suis beaucoup en ce moment, un truc qui s'appelle Arcades.ai, je t'en ai parlé, qui font des humains. Alors ça, c'est aussi un nouveau truc, et ça peut cartonner, et tu vois, dans les choses à tester, ce sont des influenceurs virtuels. Ça, tu peux créer ton influenceur virtuel, si tu veux pas. Moi, je trouve ça chelou, en vrai, mais soyons pas vieux cons, tu vois. À un moment, en fait, tu pourrais avoir 10 chaînes différentes avec des influenceurs. Ça fait partie des technos qui sont beaucoup testés dans les contenus pour adultes, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent, et ça fonctionne. Ce que j'appelle un peu la misère sexuelle, c'est quand même triste, mais ça fonctionne. C'est là. Je pense qu'il faut savoir ce qui se passe autour de nous. Après... je pense que, encore une fois, voir, c'est tout con, mais on l'a déjà tous eu, voir un humain être en vacances à tel moment, t'as un peu ce truc presque de jalousie ou d'appétence où tu dis, putain, faudrait que j'aille aussi là-bas. Oui, bien sûr, lui, il a échoué ça. Il est nul, il aurait pas dû faire ça. T'es connecté à un être humain, je trouve. Et une IA sera très bien là pour te répondre factuellement sur des choses. Mais là, je vois les premières pubs, je sais pas si tu les as vu passer pour des sites, je crois que c'est Hostinger qui fait ça en ce moment, des pubs 100% IA à la télé devant qui veut être mon associé et tout ça. C'est à tester. Ma femme déteste, par exemple. Elle dit, c'est nul, machin et tout. Je dis, pourquoi? Parce qu'on sent pas que c'est l'humain qui l'a vraiment testé. Je dis, putain, c'est intéressant ça. Ok. Donc tu te sens pas touché par la pub parce que tu peux pas te mettre à la place de la personne. Oui, mais tu vois, quelque part, tu te dis dans un jeu d'acteurs qui sont pas des vraies personnes, finalement, que ce soit une IA ou machin, pour quelqu'un qui te dit, regarde ma purée comme elle est bonne, parce que je l'ai faite. En fait, tu vois, déjà, ça m'intéressait pas avant, ça m'intéressera pas plus maintenant. C'est trop intéressant. Mais je pense que, et puis alors, moi, j'ai une petite lumière qui s'allume quand tu me dis pour le porn et les contenus adultes, c'est que souvent, historiquement sur le digital, le porn a toujours été en avance sur le reste de l'industrie. Toujours. Donc, quand le porn se met à tester des trucs comme ça,
C'est une petite lumière qui me fait... Mes abonnés avaient du mal parce que je parlais très ouvertement de ça sans parler des contenus qui étaient dessus, mais de l'expérience. Par exemple, tu as des sites web pour adultes, l'expérience utilisateur est complètement dingue. Et il y a des choses qu'on peut déjà voir dans ces contenus-là qui seront adaptés demain. C'est des trucs tout bêtes sur YouTube. Quand tu vois que quand tu passes ta souris sur une vidéo, la vidéo s'active. Ça vient de là. Quand tu vois que les différentes miniatures, ça vient de là aussi. Tu as plein de choses dans l'expérience utilisateur qui viennent de là parce que c'est dans cette industrie qu'il y a énormément de visionnage, d'audience et en même temps énormément d'argent. Donc en fait, les deux font que c'est pour la VR, c'était pareil, pour plein de choses. Donc c'est intéressant juste de pas le nier, tu vois, en termes de techno. Alors, on a dit quel canal, plutôt celui qui est ton favori. Ouais. On se force pas un peu à aller... Bon, là, en ce moment, il n'y a pas de... Je veux dire, TikTok est déjà bien établi. Il y a 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, c'était bien d'aller se dire, bah tiens, il n'y a pas grand monde sur TikTok, donc j'y vais. Je pense pas qu'il faut le voir comme ça. YouTube, moi, finalement, j'aurais quand même une petite faveur à aller dire aux gens et tester quand même bien YouTube parce qu'il y a quand même beaucoup de croissance. Ça va être long. Ouais, ça va être difficile et long quand même. En fait, audience au début. Je me suis dit, TikTok, ça nécessite un smartphone avec des vidéos publiées presque quotidiennement. Donc ça va être la difficulté de TikTok pour moi au début. Peu de qualité attendue par l'audience, c'est vrai. T'es authentique, même dans les toilettes, tu fais un truc, ça fait rire les gens, c'est assez hallucinant. Mais trop bien, mais ça veut dire que en fait, c'est un truc qui peut te prendre 10 minutes par jour, sans même monter sur CapCut, etc. Exactement, sans rien du tout. Et d'ailleurs, TikTok va même plus loin. Tu as l'application effectivement CapCut qui est associée. Maintenant, tu as même des templates. Donc, tu vois une vidéo sur TikTok qui te plaît, tu dis « Oh, il est cool le montage ». Tu cliques en bas à droite, tu vas juste remplacer les plans originaux par tes plans à toi. La vidéo est prête, elle est en ligne. Donc, je pense que TikTok, pour essayer la mécanique et voir très très vite l'appétence ou pas pour le sujet que tu veux exposer, ça marche bien. Instagram, toujours un smartphone. Publier toutes les semaines, peut-être pas quotidiennement, mais je me suis noté quand même que Instagram fallait au moins publier 2-3 contenus par semaine. Des stories si tu peux quand même. Ouais, un peu plus de qualité attendue. Je le ressens peut-être dans le feed, des photos un peu plus jolies. On reste quand même dans cette méta un peu photo, belle photo, tu vois, qu'Instagram avait à l'époque. Et je pense qu'il faut être encore plus authentique ou ne pas avoir peur d'avoir une relation plus proche de sa communauté via les stories, que tu n'auras pas forcément besoin de déployer sur TikTok. Et enfin YouTube, et là, je pense que... Parce que même quand des créateurs te disent « Oh, je filme à l'iPhone, on s'en fout et tout », c'est pas vrai. C'est, en fait, plus tu vas filmer à l'arrache sur YouTube, plus ce que tu vas filmer est dingue. Et donc, plus les trucs dingues à mettre en place vont te prendre du temps. Je prends l'exemple dans l'automobile de GMK, c'est vrai. Il a beaucoup de vidéos qui, au départ, étaient filmées à l'iPhone et tout, mais il a des grosses voitures, il est à Monaco, il va dans des beaux hôtels, Donc ça lui a pris beaucoup de temps. Donc en fait, tu transfères simplement le temps, mais ça te demande quand même, je pense, plus d'implication. Il y a un vrai programme éditorial un peu attendu de YouTube. Si tu postes une fois dans le mois, quand il pense, ça marchera jamais. Les 1400 vidéos que j'ai postées, c'est pas pour rien. C'est qu'au début, je faisais 2-3 vidéos par semaine, même du live, essayer d'être connecté aux gens, de voir les choses qui sortent pour apparaître rapidement dans les recommandations. Je pense que YouTube, c'est l'un des médias aujourd'hui les plus difficiles si tu espères en vivre. Je pense qu'en premier, si tu veux faire de la transformation vers un produit, vers des cours en ligne, si t'es prof ou toute autre chose, j'ai aussi vu des avocats, tu vois, en parler sur TikTok, sur le code de la route. Oui. Dire, ah ben ça, pour ça, c'était génial. Ils reprenaient des vidéos assez... qui avaient fait déjà bien le tour de TikTok avec des altercations avec de la police et tout. Et d'un coup, l'avocat commence à te parler en face caméra en ayant juste mis l'extrait au début et en te disant, alors là, c'est pas du tout ça. Dans la loi, vous pourriez vous défendre comme ça. Ça, je vous l'explique sur mon site internet. Bien. Et c'est trop bien. Et le gars et en fait, il est avocat, sauf qu'il avait pas envie de se faire chier d'être dans une grosse capitale, à payer des gros locaux pour avoir des gros clients. Il s'est dit, je vais aller là où j'ai envie d'habiter, je fais mes vidéos, je prends un funnel d'acquisition en inbound directement, et finalement, une fois que c'est là dans ma boîte mail, je les aide. Et je trouve ça incroyable. Donc, moi, voilà, dans mon ordre, en tout cas, ça n'engage que moi, je mettrai toujours TikTok en premier, parce que je trouve ça assez dingue. Même... Tu te mets en live sur TikTok, t'as 0 abonnés, il y a des gens qui vont tomber sur ton live. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue aussi. Mais voilà, et réagissez, vous pourrez réagir sur Discord ou ailleurs, sur les réseaux sociaux. À tout ça, moi, ça m'intéresse. Ce que vous avez testé ou ce que vous hésitez. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi de se dire, ben tiens, là, tu parles de cet avocat, mais t'es avocat, t'as 45 ans, va sur TikTok, essaye. Ouais. C'est assez rigolo. Et en fait, tu vas voir que y a des gens qui sont plus jeunes, qui ont besoin de cette expertise de toi à 45 ans, des 20 ans d'expérience que t'as derrière, comme ce plombier, DJ plombier, je trouve ça trop cool. Je pense que ça remet tout en question parce que pour des métiers comme ça, des vieux métiers comme avocat, souvent,
Tu sais, on te dit, j'attends pour être associé, il faut que je sois junior d'abord. Enfin, c'est tout un processus vraiment de l'ancien monde. Vas-y, et tu te dis aujourd'hui, ça y est, parle juste de ce que t'aimes faire et de les problèmes que t'aimes régler sur TikTok. Tes clients vont arriver et t'as un cab. Et tu sais quoi, bon, voilà. Et puis tu sais quoi, si t'es dans un cab et qu'on te le reproche, tant pis pour eux. Mais surtout, si on te le reproche pas, tu seras associé beaucoup plus vite. Parce qu'à un moment, ils se diront... il y a des gros clients qui arrivent de sa part, quoi. Ou en tout cas récurrents, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, griller les étapes là-dessus. Je commence avec mon smartphone. Ah ouais, alors, je sais que ça plaît pas aux gens. C'est pas un truc qu'on a envie d'entendre. La chose sur laquelle tu vas devoir travailler, c'est l'histoire que tu veux partager. Le narratif. C'est tout. Le reste, je me suis noté, il y a une app que je me suis noté qui est Captions, qui te permet de mettre des sous-titres sur tes vidéos de façon très simple parce qu'elle les détecte automatiquement. T'en as pour 70 € par an, donc ça va t'éviter d'acheter une caméra, de tout ce que tu veux. Tu cliques sur le bouton qui s'appelle améliorer l'audio, ça va enlever le bruit de fond et je t'assure que tu fais une vidéo avec un téléphone et ça suffit amplement. Okay. Mais ça plaît pas aux gens parce que les gens, ils ont envie de s'y croire au début. T'as envie de te dire, tu veux vendre des voitures, ils te disent, il faut d'abord que j'aille en acheter une. Non, tu trouves quelqu'un qui veut en vendre, tu trouves quelqu'un qui veut en acheter, t'as vendu une voiture, c'est pas la tienne. Et c'est pas grave. Tu veux être créateur audiovisuel, c'est pas pour autant qu'il te faut... Si t'as un peu de moyens, ce que tu peux faire, et là je parle pas de... C'est plus pour rester sur smartphone, tu me diras si t'es d'accord, mais... c'est éventuellement acheter une lumière et un... Moi, j'aime bien les micros. Je suis obsédé du son. Tu vois, les Holyland ou ces trucs-là, Rode, on mettra des liens aussi dans les commentaires. Un petit peu d'affil, tu vas raconter comment gagner de la... Bien sûr, donc, qui sont des micros que tu branches juste en USB-C sous ton smartphone. Et en fait, chacun va avoir un micro. Exactement. Comme ça, si t'es loin, tu peux faire des trucs un peu plus sympas. Si t'as 2 smartphones et que tu peux faire un petit montage, mais même en fait, ça, tu vas t'emmerder pour pas grand chose. Le moins de montage, le mieux en fait. Pour être capable de poster, Moi, le secret que j'ai eu sur mes podcasts, c'est la célérité. J'avais une contrainte, c'est que j'avais une assez grosse boîte et qu'en fait, j'avais une demi-journée par semaine. Donc, j'avais pas le choix. Une demi-journée par semaine pour trouver un invité, enregistrer, sortir l'épisode. Pas de montage. C'est clair. Voilà. Tu fais tout en condition de direct et personne... Sur la lumière, parce que ça peut très vite impressionner. Et on l'a vu sur les résultats, une vidéo qui traite du même sujet qui est filmée en extérieur versus en intérieur, la vidéo en extérieur fera plus de vues. Trop bien. Parce que ça crée de l'authenticité. Les gens vont se dire, il est où ? Il est dans quelles conditions ? Il habite où ? Ils ont envie d'être connectés encore une fois à l'humain. Donc te fais même pas chier sur la lumière, sors de chez toi. Moi, ça sera super. Souvent j'en ai au pas. Début. T'as raison. Et je pense vraiment qu'au tout début, ce qu'il faut, le plus difficile, c'est de se dire, ok, si je me lance, j'accepte de faire des trucs qui seront pas ouf, mais j'accepte de le faire presque tous les jours. C'était 20 pompes par jour. C'est super facile de trouver un mec qui te fait 4 heures de séance de sport d'un coup, qui machin et tout, et après pendant 3 semaines il fout plus rien, puis il s'est abonné juste après les fêtes de Noël parce qu'il s'est dit, ah tiens, la séance de sport faut que je reprenne. Celui qui fait ses 20 pompes par jour à la fin, c'est celui qui ira le plus loin. T'as fait tes 20 pompes ? Ouais. C'est vrai. Je te jure. Mais c'est pas évident, c'est chiant à faire. Pour ma défense, le mec. Non, je fais une grosse course ce week-end et hier justement, je parlais de Nico, de Running Addict et voilà, les gens m'ont dit là, t'arrêtes, plus de courses, plus de renfo, rien. Moi, faut que je te partage. Je suis devenu un vrai bobo parisien quand je suis là. Je suis tombé amoureux du Burning Bar. Tu connais ça ? Non. C'est une salle qui est chauffée à 35-38 degrés dans lequel tu fais du pilate. Ah, trop bien. Mais c'est incroyable. Tu fais que de la... t'as plusieurs salles maintenant. Dans Paris, en tout cas, j'ai testé ça une fois avec une marque qui m'avait proposé. Je trouvais ça incroyable. Et c'est que de la renfo vraiment musculaire. Donc, t'es pas là pour prendre du gros muscle. Par contre, j'ai l'impression depuis quelques mois d'avoir un corps d'enfant. Tu sais, je peux sauter d'un coup, je peux bouger, je suis vif. C'est ça que tu fais du ski ou certains sports accessoires. Exactement. Et je trouvais ça incroyable. Donc, j'aime bien souvent tester des nouveaux. Il y a que la course à pied, je suis pas très bon. C'est vrai. Ah, je vais t'emmener là-dedans. Avec plaisir. Ok, donc on commence comment ? On prend le smartphone, on essaye. Vous avez une idée en tête ? Moi, tu vois, je parle de ce truc de ChatGPT, le mode projet. Je me dis, potentiellement, ça peut même être un loom. Hein. Je veux dire, tu vas filmer ton écran, toi derrière, dire attendez, regardez ce que j'ai fait, comment je le fais, etc. Moi, je regarde des looms, on parle de plomberie. Il y a des mecs, c'est des pros d'Excel. Et ils vont t'expliquer comment tu fais un truc sur Excel, comment tu le on a toujours sur l'IA, il y a plein de trucs à faire aussi en ce moment. À propos de l'IA, sur le sujet de l'IA. Ça marche bien. Je suis moins fan des comment gagner 1 000 € par mois avec un agent IA et tout. Ça, je trouve ça un peu galvaudé. Mais par contre, sur les sujets d'IA, il y a d'abord des sujets en entreprise.
je trouve, parce que beaucoup d'entreprises peuvent commencer à automatiser énormément de choses grâce à l'IA et de façon très simple. Souvent, ils se disent faut qu'on fasse un audit, faut qu'on voit qui pourrait nous aider. Non, en fait, t'allumes TikTok, tu vois le truc, tu le mets en place, tu payes ton abonnement au logiciel et puis c'est fini, quoi. Il y a des trucs qui peuvent vraiment bien se passer. Donc, non, je pense que t'as raison là-dessus. Le premier truc qu'il faut, c'est vraiment pas essayer de grossir le trait sur le temps que ça va te demander. T'es entre ton boulot et chez toi, tu marches 15 minutes, tu prends ton téléphone, tu parles de ce dont tu avais envie de parler. Si tu veux mettre des images d'illustration par-dessus en arrivant chez toi, t'en rajoutes quelques-unes avec juste, encore une fois, on peut le faire avec Vidéolib peut-être, j'avais aussi en tête iMovie sur le Mac. Enfin voilà, vraiment, mais il y a un truc, j'ai failli à un moment devenir le vieux con. Je pense que je ne suis pas devenu parce que j'ai accepté de travailler avec des gens beaucoup plus jeunes dans ma boîte, beaucoup plus jeunes, 18 ans, tu vois, on a quand même 10 ans de différence. Et il y a des trucs où je me disais, ah mais pour faire ça, oh là là, va falloir avoir la platine, va falloir avoir le truc et tout. Et le gars, il arrive, il me dit, voilà, alors hop, tu mets ton micro là, hop, en USB, vas-y, bah voilà, tu le fais. Je fais, attends, mais tu vas filmer ça comme ça? Bah oui, je filme comment? Et là, je suis en mode, waouh, ok, observe les résultats. Et en fait, avec 10 fois moins de travail et juste être juste et faire les choses qui suffisent, tu peux aussi vraiment décupler le nombre de contenus. Là, vous allez regarder les contenus pour regarder comment on fait des contenus, c'est intéressant aussi. Mais moi, un petit conseil que je peux vous donner, que je ne m'applique plus parce que je suis devenu un vieux con, non, pas tant, mais c'est juste que j'ai d'autres contraintes qui sont différentes par du matos comme ça qu'on a autour de nous. Mais c'est rester sur le même device autant que possible. Ouais. Le plus tu filmes sur ton smartphone, t'as pas à exporter sur un ordi, tu vois, tu parlais d'iMovie, etc. Pour ensuite, voilà, le plus heureux tu seras. Parce que tu parlais de tes 15 minutes le matin en allant au boulot. Faites vos trucs dans vos temps morts, quoi. Et dans vos temps morts, tu le fais, tu montes sur ton smartphone, CapCut, Caption, Vidéolib, etc. Et tu ressors et t'envoies. Et en fait, dès que tu as un export à faire, c'est la mort aussi. Je te donne un exemple très concret qui a fait vraiment un peu vriller 2 personnes dans mon équipe. On veut lancer des lives avec 3 caméras. Alors quand je dis ça, la personne la plus expérimentée de mon équipe me dit « Ah oui, donc alors attends, faut qu'on ait une régie, faut qu'on ait un régisseur, faut qu'on ait machin. » L'autre personne me dit « Ah ok, tu les gères comment ? En USB-C sur mon ordi, puis je crée des scènes différentes sur mon logiciel et quand je clique sur la scène, ça change de caméra. » Et oh, ça marchera pas parce que tu vas être occupé à parler et tout ça. Tu vois le live, c'était d'ailleurs avec Mathias Bacchino, Vincent Grard de Trade Republic. On était 4 dans mon bureau. Pas de régisseur, juste ma petite télécommande où j'appuyais comme ça changeait les cams. Le live est trop bien. Et en fait, à la fin, t'as fait avec tes moyens qui sont déjà des super beaux moyens parce qu'on a des belles caméras et tout. Mais pourquoi aller encore rajouter un truc, t'enlèves un peu de l'authenticité parce que du coup, tes intervenants sont un peu gênés, il y a une équipe derrière, ça chuchote, ça machin. Fais un truc simple, quoi. Et simple, c'est et puis tout est exactement de plus en plus automatisable. Tu vois ici, là, le switch de cam, il se fait tout seul. Ça, je suis curieux, ça faut que je te demande. Moi, j'aime pas trop ça parce que parfois, j'aime bien avoir la personne qui rigole ou autre. Bon, on le bouge un peu après, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ok, on a fait un gros tour. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés. Lancez-vous. J'ai quand même un ou 2 gros sujets à aborder avec toi, mais en particulier, je gagne comment de l'argent avec tout ça? Parce que toi et moi, en fait, c'est devenu notre métier, donc c'est bien. Mais avant que ça devienne ton métier, quels sont les revenus streams, comme on dit? Déjà, quand tu vas débuter, évidemment, si tu le fais pour l'argent, le fais pas, tu seras très vite déçu. Il vaut mieux que tu ailles faire autre chose, que tu développes peut-être tes skills dans la boîte qui t'emploie. Enfin voilà, déjà, il faut le dire. Un autre meilleur conseil de Romain, Laneri. La publicité sera activée automatiquement, que tu sois sur YouTube, TikTok, Instagram, c'est un peu plus délicat parce que Facebook, ça reste quand même le bordel. Donc tu gagnes combien sur YouTube, toi, aujourd'hui? On arrive, alors dans ma catégorie, dans les technologies, on est entre 8 et 13-14 euros du coup pour 1000 vues monétisées. Donc s'il y a 1000 appareils qui sont susceptibles de regarder une vidéo, on peut gagner entre 8 et 13-14 euros. Donc avec 1400 vidéos, tu me donnerais ton revenu YouTube à peu près? Aujourd'hui, on génère 2500 euros par mois en faisant approximativement 1 500 000 vues. C'est zéro, honnêtement. Enfin, c'est que dalle. Vous voyez, moi, ça paye tout juste le monteur avec nous. C'est ça. Moi, je dois être entre 1005 et 2000. C'est parce que je suis... Alors, ce qui est juste aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis dans la catégorie des nouvelles technologies. Donc, il y a d'autres sources de revenus dont je vais parler qui s'activent. Si tu n'es pas dans cette catégorie, si tu parles par exemple d'automobile, tu vas avoir un coût pour 1000 vues moindre, mais tu feras plus de vues. Parce qu'il y a plus de gens qui vont regarder des vidéos sur des voitures que des gens qui vont regarder des vidéos. Donc finalement, la nature est bien faite à la fin. Plus tu fais de vues, plus tu peux gagner d'argent sur YouTube, c'est vrai. Donc plus tu vas parler d'un sujet qui n'est pas dans la niche, plus tu peux espérer. Mais plus tu peux avoir un sujet de niche, plus tu peux convertir des boîtes existantes qui cherchent des gens pour parler de ce sujet qui n'est pas beaucoup traité. Okay. Donc c'est là où la deuxième source
peut s'activer. Moi, c'est celle que j'ai activée le plus vite possible, c'était de l'affiliation. Ce que je trouve génial avec l'affiliation, c'est que tu renvoies ta communauté sur Amazon, que tu conseilles un Samsung ou un téléphone Apple, tu touches de l'affiliation. Donc ça te permet de rester impartial. C'est très important au début dans l'authenticité. Je sais que pendant longtemps, j'ai essayé de refuser ou de même pas voir ma boîte mail parce que je me suis dit, si maintenant j'accepte de toucher de l'argent de ces boîtes-là, est-ce que je sais vraiment, est-ce que je suis en position de force? Est-ce que je peux dire aux autres, allez vous faire voir? Ben non, parce qu'en fait, je vais augmenter mes revenus, augmenter mes dépenses. Tu arrives dans cette roue un peu infinie et puis à la fin, tu te retrouves pieds et mains liés avec parfois des marques que tu n'as pas choisies. C'est là où en fait c'est important pour vous tous, là je te parle pour toi et moi, une fois n'est pas coutume, mais de jouer le jeu des créateurs que vous suivez et d'acheter via leur lien ou avec leur code, toujours, parce que c'est aussi une grosse manière de se rémunérer. Et c'est vrai que, tu vois, moi j'en mets en avant tout le temps. En fait, de temps en temps, tu sais plus où t'as entendu le truc, donc c'est ok, c'est pas grave. Mais dès que tu le sais, faut l'utiliser. Je te donne un exemple au début de YouTube. L'anecdote, je la trouve géniale. Il y a des potes youtubeurs dans les technologies qui avaient beaucoup expliqué au début. On pouvait pas vraiment gagner d'argent avec Google AdSense et tout. Donc on était en mode, pour ne plus voir les pubs sur Internet, faut que tu installes ça, faut que tu fasses comme ça. On faisait des tutos pour que les gens ne regardent plus les pubs. Et aujourd'hui, ces potes-là sont en mode, putain, on est dans la merde, les gars, parce qu'on a des milliers de personnes qui ne regardent pas nos pubs. On n'a rien à vendre, on gagne pas d'argent et il faut absolument qu'on dégage des sources de revenus. Donc je pense que c'est aussi très respectueux. Mais maintenant sur YouTube notamment, il y a l'abonnement YouTube Premium. C'est pas pour les mettre en avant, mais pour 15 balles, avoir la musique, télécharger toutes les vidéos que tu veux en hors ligne et tout, je trouve que c'est l'abonnement le plus worth qui existe aujourd'hui, même avant Netflix. Et la troisième source de revenus, en général, quand tu es là, tu peux faire tes premières expériences tout seul et après très vite, ça veut dire que tes contenus ont quand même fonctionné, les marques te repèrent, donc peut-être que tu peux à ce moment-là aller rencontrer des agents dans le milieu qui peuvent t'aider à te structurer. Là, ça devient un moment crucial, c'est quand tu fais tes premières collaborations avec les marques. Donc, à ce moment-là, ça veut dire plein de choses, contrat, société, parce que jusqu'à présent, sache que en France, c'est jusqu'à 300 € de revenus par mois, tu n'es pas obligé de les déclarer. Okay. Ça peut faire partie de tes revenus add-on, comme quand tu vends un truc sur le Bon Coin, donc ça fait pas partie de ta fiscalité. Donc c'est important quand même de le dire. Donc si tu fais 100 € d'affiliation, 150 €, finalement, ça fait quand même 3 000 € par an, un peu plus de 3 000 € par an, et c'est pas imposable, quoi. Donc, ça doit faire partie. Je laisserai évidemment chacun voir avec les experts, mais c'est quand même important de le dire parce que beaucoup de gens me disent aussi, oui, mais attends, dès que j'active la monétisation, ça veut dire qu'il faut que j'ai ma société, ça veut dire qu'il faut que j'ai. Non, aujourd'hui, TikTok paye par PayPal. Donc, en fait, tout le monde peut être payé par PayPal, tu vois. Ok, donc on a les versements des plateformes, on a l'affiliation, donc ça, il y a des plateformes d'affiliation pour faire ça. Tu utilises des plateformes ou tu fais juste Amazon? Encore une fois, renseigne-toi sur les plateformes que toi t'aimes utiliser. Si tu commandes tout le temps Amazon, va vers Amazon. Si t'aimes bien Fnac Darty, il faut que tu vois les plateformes qui te permettent d'avoir de l'affiliation vers Fnac Darty. Et parfois, c'est même de là que vont naître les premières collaborations, parce que t'aimes bien la plateforme, tu la contactes. Ils vont découvrir ce que tu fais, ils vont analyser un peu les chiffres aussi que tu peux leur permettre de faire, et peut-être que ça sera ton premier sponsor, ambassadeur à l'année, peut-être que tu pourras même faire mieux que l'affiliation, tu vois. Après, les sponsors, donc, éventuellement, tu vois, tu parlais, c'est comme moi, Exactement. Samsung ou eToro ou Conto que je représente aussi, toujours. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes et des sponsors très niches dans tes métiers, quoi, tu vois, t'en as toujours plein. Et vers quoi tend la créateur économie? Je trouvais ça intéressant aussi. J'ai repris encore un post là de Influx qui disait que pour les créateurs aujourd'hui, les revenus se répartissent comme ça: 25% de publicité traditionnelle pour les créateurs qui sont vraiment créateurs de contenu, qui en ont fait leur métier. 30% via des abonnements pris par leur communauté, donc les abonnements sur YouTube, Twitch payants, Patreon aussi qui sont pris par l'audience. 20% pour les collaborations de marques et sponsoring. 15% pour les produits dérivés et le merchandising. Donc là, tu crées le miel, tu vends ton miel sur TikTok, ça fait partie de ça. Et le licensing et les droits d'auteur, 10% en moyenne. Alors, c'est assez intéressant de voir que finalement un créateur ne va pas que dans une direction, parce que le but c'est justement de mutualiser au fur et à mesure les revenus des plateformes pour être plus serein, quoi. Au fur et à mesure, quand tu fais plus d'audience, en effet, ce qu'il faut voir, c'est là où tu as le plus d'impact là-dessus. Ce qui est intéressant, là, ce que tu disais aussi, ce sont les abonnements. Patreon, Tipeee en France, il y a ça aussi. Donc les gens vont s'abonner à toi pour te soutenir. Tu peux leur donner des choses en plus, des contenus en plus, des rencontres, des choses comme ça. Donc ça, renseignez-vous là-dessus aussi. Je te donne un exemple très concret. Tu te dis, c'est super, je vais faire des vidéos sur TikTok, mais bon, une fois que j'ai dit ça, du coup, ça me met une balle dans le pied, parce que moi, de base, c'est ce que je vends. C'est ce que pourrait se dire un plombier. Si je fais des vidéos dessus, pourquoi est-ce qu'il va appeler un plombier? En fait, ça va faire
couler mon métier. Bah non, t'es plombier, tu crées une série qui est payante. Aujourd'hui, TikTok permet de créer des séries de vidéos payantes. Tu fais 10 vidéos d'1 minute, tu demandes aux gens de payer 4,99 €, sauf qu'au lieu d'avoir 3 clients dans la journée, si tu as 10 000 personnes qui regardent ta série, tout d'un coup, ça fait des revenus conséquents. Et ça, encore une fois, c'est activable juste avec un téléphone. Donc, je pense que ça va faire partie... C'est un gros sujet pour moi, en tout cas, parce que dans ce métier-là que je fais depuis longtemps, il y a eu une phrase que j'aimais beaucoup de mon grand-père au tout début, quand je passais les 1 million d'abonnés, c'était il y a quelques années, il me dit « Alors c'est fabuleux, mais est-ce que chaque personne paye 1 € par mois pour te regarder ?» Et j'ai trouvé ça tellement candide et tellement génial qu'en fait je me suis dit « En fait c'est peut-être vers ça qu'on tend. » Peut-être qu'au fur et à mesure, les gens vont choisir plus qui est-ce qu'ils regardent ou pas. Les plateformes comme Netflix ont vraiment démocratisé ça, payer pour un contenu en particulier. En tout cas, c'est des sujets qui sont intéressants et je pense qu'il faut vraiment les prendre en compte dès le début. Même si tu n'as pas beaucoup d'audience, si dès le début, tu habitues ton audience à dire « Ben voilà, je peux vous proposer mieux et c'est payant », ça va éduquer ton audience au fait d'être OK sur le fait que tu leur apportes de la valeur qui se paye. Surtout qu'il y a des secteurs sur lesquels tu as moins de création de valeur, enfin moins de sponsors, moins de marques. Exactement. Ça existe de certaines passions que vous pouvez avoir sur lesquelles il n'y aura pas de monétisation, donc il faut une forme de soutien de la communauté, mais c'est hyper intéressant. Ok, je crois qu'on est prêt. Il faut se lancer maintenant avec votre smartphone. En faire un maximum au début pour progresser. Être OK de publier des choses. Je te vois regarder quelque chose, on a oublié un truc important. Non, ça fait partie... je commençais à penser aux erreurs à éviter. Il y a un truc qu'on n'a peut-être pas dit, la solitude. Créer du contenu peut te rendre très vite très seul. Tu vas moins le week-end profiter de tes amis parce que tu dis « Ah ben non, j'ai pas eu le temps la semaine de faire ces contenus-là, donc je l'ai fait et tout ça. » Donc c'est aussi pour ça que de plus en plus, avec le recul, je prône le fait de sors de chez toi. Ça marchera mieux, tes contenus seront plus sympas, embarque tes potes avec toi, t'as pas besoin de droit d'auteur, de droit d'image pour faire une vidéo TikTok avec un pote, si jamais dans 3 mois il la veut plus, on s'en fout, la vidéo elle est vue, tu la supprimes et puis point barre. Mais reste connecté au monde réel parce que finalement c'est ça qui peut aussi te permettre de t'améliorer plus rapidement. Moi c'est un truc que je regrette un petit peu, j'avais bougé de Monaco au départ, je suis allé à Périgueux pour suivre une ex-copine là-bas, c'était... La galère, franchement, t'es tout seul, tu connais personne, t'es dans ton studio, tu fais des contenus tous les jours. C'est pas cool, quoi. Ouais, puis Monaco, Périgueux, bon... t'as vu, c'est start from the bottom, now we are on the bottom. Hein. Parce que t'es monégasque, toi. Ouais. Je suis né à Monaco, et c'est comme ça. C'est pour ça que l'extérieur, au début, je trouvais ça génial, parce que j'avais un magnifique endroit où vivre. Mais c'est intéressant aussi, parce que tu vois, Monaco, contrairement à ce qu'on se peut penser, c'est une toute petite ville, un tout petit pays. Moi, à 16 ans, je m'ennuyais vraiment, quoi. C'est ça, donc ça veut aussi dire que tu peux le faire de nulle part, quoi. Sauf si tu fais un truc sur les voitures de luxe. Ça en fait rire beaucoup, parce que quand je dis, oui, moi j'ai démarré dans ma chambre à Monaco, ils disent, bah en fait déjà à partir de là mec t'es dans un game que personne ne peut accéder. Mais non, en fait ta chambre à Monaco elle vaut une chambre à Périgueux en fait. Bah donc et encore à Monaco j'avais ma mère pour me taper dessus tu vois à l'époque, ça remonte maintenant. À Périgueux moi j'étais tout seul, si j'avais envie de faire du contenu en pleine nuit je le faisais. Donc non je pense que vraiment c'est un truc, essayer de gérer la solitude. C'est vraiment un truc de créateur. Je connais énormément de créateurs qui sont finalement très seuls, quoi. C'est vrai. On passe tous par là. Hyper intéressant. Soyez patient, faites pas ça pour l'argent, faites ça pour la passion. Soyez relentless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire acharné. Parce que le travail, en fait, la plupart des créateurs arrêtent après 15, 20, 30 contenus mis en ligne. Donc soyez celui qui en fait 100, 200, 300, 1440 comme toi. Et faites-le pour vous, pour apprendre en fait. Il y a une pression qu'on n'a pas parlé, moi, que tu vois, je fais des contenus pour progresser, pour être meilleur en finance perso et sur Génération It Yourself. Bah à la fin, ça s'auto-réalise en fait. Je veux dire... alors déjà juste parce que j'ai un peu d'estime de moi, donc j'aimerais bien, tu vois, quand tu dis à un moment j'y connais rien la finance personnelle et que t'as fait 250 épisodes sur la finance perso, toujours j'y connais rien, tu vois, tu dis les gens vont vraiment se dire skin in the game quand même, déjà. Et puis après parce que c'est ma passion de progresser, donc c'est intéressant. Tu l'expliquais sur la photo. Moi, c'est un des trucs qui me plaît aussi beaucoup, les objectifs, la lumière, le matos, et donc on progresse. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, avec un téléphone, t'es pas obligé de te dire faut que ça soit mon travail à plein temps pour que je le fasse. Sur le chemin du retour, t'es sur TikTok. Bah, au lieu d'être sur TikTok à bouffer le contenu des autres, pourquoi t'es pas sur TikTok pour créer le tien? Romain Laneri, on te suit sur LinkedIn. Tu as ton podcast, Romain Laneri,
N-E-R-Y. On a évidemment ta chaîne YouTube sur laquelle tu testes toujours des objets tech. Ça m'arrive quand j'ai des vrais coups de cœur, l'Apple Vision Pro, teste la Model X quand elle est sortie, le robot Boston Dynamics, quand il y a des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Sinon, je continue de parler aux humains qui bossent derrière, c'est encore plus intéressant. J'ai trop envie de tester des trucs comme ça et de parler, parler aux humains, c'est ma spécialité. Ouais, ça tu sais le faire. T'aurais une martingale à toi, Romain, un petit péché mignon d'investissement, un endroit que tu regardes. Qu'est-ce que tu fais en finance ? Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est déjà de réaliser que ton niveau de vie doit être stable. Ça, je comprenais pas trop. À l'époque, je gagnais plus et je dépensais plus. Donc, je pense que la vraie martingale, en tout cas qui fonctionne aujourd'hui pour moi, c'est de me dire non, tu gagnes plus, c'est cool. Tu vas peut-être pouvoir mettre plus de côté. Et quand tu auras vraiment une bonne idée, tu jugeras si cette idée mérite plus d'investissement ou pas. Et ensuite, avec le temps, pareil, en rencontrant plein de gens, je me suis intéressé dans le domaine de la musique. J'y connaissais rien, j'y connais toujours pas grand-chose, mais j'ai investi un peu d'argent pour acheter des droits musicaux. Je trouvais ça trop intéressant. Sur quelle plateforme Royalty. Alors, il y a Bolero, Royalty Exchange. J'ai dû recevoir les deux, je pense. Ouais, ok. Et ça marche. C'est pas liquide. Mais ça marche. C'est dur à vendre, il faut qu'il y ait des acquéreurs. Exactement, donc j'ai aussi appris avec le temps la liquidité. Les actions en bourse, parce qu'en fait, je me suis dit, depuis 12 ans, tu adores tester des produits Apple. Pourquoi est-ce qu'au lieu d'acheter des produits Apple, tu n'achèterais pas aussi des actions Apple Et puis, ça a fait ça avec toutes les boîtes que j'aimais beaucoup. Donc, principalement, ces deux leviers-là. Et après, un peu les cryptos. 5-10% tu vois, du patrimoine, un peu crypto. Ça me permet aussi au-delà du côté spéculation, il y a vraiment des projets un peu banger qui m'ont fait rire en crypto que j'ai suivi, quoi. Tu vois. Extra. Écoute, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'en crypto, moi, je suis très safe. Hein, je reste sur les valeurs sûres, Ether, Bitcoin. J'ai pas trop poussé dans le truc. Là, si je commence à regarder un peu parce que j'ai fait des super épisodes sur les stablecoins. Ouais. Et ça, il y a des choses à faire. T'as des rendements intéressants, des effets de levier aussi qui peuvent être intéressants, carrément. Mais voilà. Écoute, je te remercie pour tout ça. On te suit un peu partout. À vous, c'était trop cool. C'était un super épisode. Tu sais que t'es le premier podcasteur avec qui je fais un podcast. Ah, trop bien, je suis très fier. J'ai toujours été sur YouTube, ça fait moins d'1 an que j'ai lancé le podcast et j'étais trop content. Je me suis dit, putain, pour une fois, t'essaies pas de faire une entourloupe, tu vois, t'es vraiment avec un gars plus. Et je suis très content parce que tu vois, il y a des moments où je me demandais est-ce que ça rentre dans la martingale ce contenu, est-ce que c'est assez finance perso, etc. Et en fait, moi, sur la martingale, je veux faire des hacks de vie aussi, tu vois, de se dire, attends, il y a des endroits, je l'ai un peu dit en intro, hein, mais sur lesquels vous vous rendez pas compte, mais en fait, tu peux dépasser tout le monde. Ah, complètement. Et en créant du contenu, on n'a pas tant parlé du regard des potes au début. T'as dit que tu te cachais, etc. C'est la solitude, ça va avec ça. Aujourd'hui, c'est accepté déjà. C'est génial. Aujourd'hui, tu dis que t'es TikToker. Enfin, peut-être pas encore en France. À New York, t'arrives dans un resto, tu dis que t'es TikToker, on te demande au moins combien t'as d'abonnés. Tu vois, je trouve ça dingue. À l'époque, on voulait pas de caméra, on savait pas où est-ce que c'était diffusé, les télés nous détestaient. Enfin, tu vois, c'était aujourd'hui, ça y est, on est tous en train de bosser ensemble et de se tirer vers le haut. Voilà, et écoutez les réponses de vos auditeurs, mais pas trop quand il faut juste écouter les commentaires constructifs. Voilà. Mais comme dans la vie, hein. Voilà, comme dans la vie. Une personne qui te hurle dessus dans la rue, tu vas pas le retenir. Non, c'est ça. Comparez-vous à la vraie vie. Merci Romain. À bientôt, à la semaine prochaine sur La Martingale. On a plein de nouveaux contenus, vous le voyez. On en produit plein aussi avec Amaury. Allô La Martingale, c'est sorti maintenant. J'espère que ça vous plaira. Faites-nous un max de commentaires constructifs, s'il vous plaît. Et puis suivez Romain, faites-lui des commentaires. Et puis aux nouveaux auditeurs, suivez-nous. C'est fou parce qu'en fait, je sais pas à quel point tu as remarqué le nombre de personnes qui passent sur nos réseaux sociaux et qui s'abonnent pas. Aussi, ça c'est un mini hack. Demandez aux personnes de s'abonner et de partager. Partagez cet épisode à 2 personnes et ça changera notre vie aussi. Ça changera peut-être la vôtre parce que vous aurez des gens autour de vous qui deviendront des gros influenceurs et qui vous inviteront au Club Med la semaine d'après. Bisous. Salut. Salut.